Dans mon enfance, j'ai passé quelques années à Conakry en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et je me souviens qu'à l'époque, mes sœurs, mes cousins et moi-même avions inventé un jeu qu'on appelait courant-courant et qui consistait à tournoyer avec les bras en l'air à chaque fois qu'il y avait une coupure d'électricité. Le but, c'était aussi de le faire continuellement jusqu'à ce que l'électricité revienne, ce qui était quasi impossible, car ça durait trop longtemps. Alors, je ne vous raconte pas cette anecdote pour dénigrer la Guinée, mais plutôt pour illustrer un problème de longue date et qui est répandu sur le continent africain, où l'accès à l'électricité reste peu fiable, instable et dans le pire des cas, inexistant. Mais comment se fait-il qu'un continent dont la population devrait doubler d'ici à 2050 pour passer de 1 milliard à près de 2,4 milliards d'habitants soit encore à la traîne sur un point aussi fondamental que l'accès à l'électricité ? Surtout quand on sait que l'Afrique possède la plupart des sources d'énergie nécessaires à la production de cette électricité. Alors dans ce nouvel épisode de Beyond the Noise, on s'intéresse justement à la problématique de l'électricité en Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de préciser que sur cette chaîne, nous n'avons pas la prétention d'aborder un sujet sous tous ses angles. Nous tentons de déceler le pourquoi du comment et nous nous efforçons d'apporter certaines des réponses nécessaires pour faire avancer la compréhension de notre public. Mais il y a des limites à ce que l'on peut aborder dans un format vidéo de 10 minutes, tout simplement. Par conséquent, si vous souhaitez approfondir la question, n'hésitez pas à vous référer aux ressources que nous partageons avec vous dans la description ci-dessous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et soutenir notre recherche et notre contenu journalistique indépendant en likant et en partageant nos vidéos. Et évidemment, à activer vos notifications. C'est parti. Alors tout d'abord, examinons la couverture en électricité réelle du continent. Lorsque nous comparons le nombre de personnes ayant accès à l'électricité en Afrique, les chiffres peuvent être très différents en fonction de la région. En Afrique du Nord, par exemple, environ 99% de la population a accès à l'électricité. Mais en Afrique subsaharienne, c'est une toute autre histoire. Selon les données recueillies par l'Agence internationale de l'énergie, moins de 50% de la population de la région a accès à l'électricité. Prenons quelques exemples concrets. Le Nigeria, qui est une puissance économique majeure en Afrique et qui se situe en Afrique de l'Ouest, est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes privées d'électricité, avec 93 millions de personnes qui n'avaient toujours pas accès donc à l'électricité en 2015. En revanche, l'île Maurice avait le taux d'électrification le plus élevé, avec 100% de sa population ayant accès à l'électricité. En ce qui concerne les zones urbaines, plus précisément, le Cap-Vert et l'île Maurice affichent les taux d'électrification les plus élevés. Cela s'explique probablement par le fait que ces pays insulaires ont une forte densité de population et que leurs territoires sont relativement petits. À l'inverse, des territoires plus vastes comme le Niger et le Mali au Sahel sont beaucoup moins bien couverts. En 2020, un événement inquiétant s'est produit en Afrique subsaharienne. Pour la première fois depuis 2013, le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité a augmenté. De plus, l'Afrique subsaharienne a également vu sa part de la population mondiale sans électricité augmenter. Avant la pandémie, elle était de 74%, mais elle est passée à 77% pendant la crise. Alors lorsque l'on parle d'électricité, la plupart d'entre nous ont une vague notion, une vague idée de la manière dont on l'obtient et on la produit. Mais il est essentiel de comprendre d'où vient cette énergie. Le point de départ est une source d'énergie. À partir de cette énergie, on va mettre en place des méthodes de transformation plus ou moins sophistiquées qui vont permettre de la convertir. Dans la plupart des cas, on convertit la source en chaleur. Et la plupart de cette énergie thermique provient de combustibles fossiles. Le charbon, le gaz naturel, le gaz dérivé, le pétrole brut et les déchets non renouvelables sont encore les principales sources d'électricité en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Mais il y a aussi l'eau qui représente une source d'électricité non négligeable sur le continent africain. À l'heure actuelle, l'hydroélectricité représente en moyenne 17% de l'électricité produite sur le continent. Cela peut sembler dérisoire, mais dans certains pays comme la RDC, le Congo, l'Éthiopie, le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda ou encore la Zambie, l'hydroélectricité joue un rôle encore bien plus important puisqu'elle représente plus de 80% de la production d'électricité globale. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que cet accès à l'électricité reste aussi précaire en Afrique aujourd'hui. Eh bien, selon un rapport du Mail and Guardian sud-africain publié en janvier dernier, le thème récurrent de ce qui est devenu un cauchemar continental du XXIe siècle est la mauvaise planification à long terme, ainsi que des investissements insuffisants dans un secteur où les infrastructures construites par les puissances coloniales sont encore utilisées des décennies après l'indépendance. Fin de citation. En d'autres termes, une grande partie des infrastructures disponibles sur le continent sont vétustes ou quasi vétustes.
Aujourd'hui, de nombreux pays africains s'appuient sur des compagnies d'électricité publiques pour leur production. Face à l'absence d'infrastructures adaptées, la capacité de production d'électricité ne suit pas la demande qui est en croissance constante. C'est une histoire familière pour des pays comme le Zimbabwe où les pannes constantes des infrastructures énergétiques, qui datent de plus de 60 ans, seraient responsables des coupures d'électricité qui durent parfois jusqu'à 24 heures. Au Nigeria, les autorités chargées de l'énergie ont signalé qu'en mars de l'année dernière, le réseau électrique national s'est effondré à 2 reprises, plongeant le pays dans l'obscurité. Alors pourquoi ne pas moderniser les infrastructures ou en construire de nouvelles, tout simplement? C'est une question tout à fait légitime. Les experts semblent s'orienter vers 2 causes principales, une planification et stratégie médiocre de la part des États, ainsi qu'une mauvaise gestion des fonds alloués au secteur. De leur côté, de nombreux gouvernements africains affirment que les fonds et financements directs étrangers alloués au secteur de l'énergie sont insuffisants. En 2014, déjà, le président égyptien de l'époque, El-Sisi, avait attribué la crise de l'électricité dans son pays au coût faramineux du financement du secteur de l'énergie, ainsi qu'à l'insuffisance des investissements étrangers dans le domaine. Selon la Banque mondiale, l'accès universel à l'électricité en Afrique subsaharienne nécessitera 20 milliards de dollars d'investissement par an. Mais les investisseurs sont frileux quand il s'agit d'investir dans notre énergie, en partie en raison de l'incertitude financière mondiale. Le financement est également devenu un défi alors que la perspective du monde sur le climat et sur l'environnement a changé. Comme je le disais précédemment, de nombreux pays africains continuent de dépendre des énergies fossiles, comme le charbon, pour produire leur électricité. C'est le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, qui traverse en ce moment une crise majeure en termes d'approvisionnement en énergie. En avril dernier, le gouvernement a annoncé qu'il envisageait de reporter la fermeture de plusieurs centrales à charbon afin d'atténuer les problèmes fréquents de coupures ainsi que de délestage. Mais l'impact du changement climatique est une réalité qui doit être prise au sérieux. Le Malawi en est une illustration parfaite. Le climat a produit un effet paralysant sur la production d'électricité du pays, qui repose à 98% sur l'eau. En effet, ces dernières années, le Malawi a connu des sécheresses intenses et de plus en plus fréquentes qui sont clairement liées au changement climatique. Mais alors que les pays occidentaux ne cessent d'exhorter les nations africaines à se détourner des énergies fossiles, des centrales polluantes et à se tourner véritablement vers les énergies renouvelables telles que le solaire ou encore l'éolien, eh bien les dirigeants africains, eux, dénoncent de l'hypocrisie ainsi qu'une politique du 2 poids, 2 mesures. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. En vérité, les 4 principaux pays responsables de plus des 3/4 de la production mondiale d'électricité extraite de la combustion de charbon ne sont pas situés en Afrique. Il s'agit de la Chine, de l'Inde, des États-Unis et du Japon. Par ailleurs, il faut le dire, des progrès ont été réalisés en termes d'accès global à l'électricité dans certaines régions du continent du moins, comme vous pouvez le voir sur cette carte qui nous montre donc l'évolution et l'accès à l'électricité de plus en plus de personnes dans certaines régions. En somme, il ne faut pas se limiter à dresser un sombre tableau de la situation car le potentiel et les opportunités d'amélioration restent nombreux. L'impact positif qu'une révolution des énergies renouvelables pourrait avoir sur le développement social ainsi que le développement économique de l'Afrique est indéniable. Mais on doit changer la façon dont les choses sont faites avant tout. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur les projets énergétiques à grande échelle et sur la production centralisée d'électricité. Or, pour véritablement libérer le potentiel des énergies renouvelables, certains experts estiment qu'il faut se tourner vers des options plus localisées qui seraient plus efficaces. Et puis, au lieu de donner des leçons de morale sur les lacunes, le reste du monde devrait probablement soutenir efficacement cette transition énergétique et ne pas participer finalement à la surexploitation des ressources minières, notamment, qui contribuent en elles-mêmes au réchauffement de la planète. Voilà, comme je le disais, ce sont des points de vue, des aspects de la question très complexe de l'accès à l'électricité en Afrique. Et comme d'habitude, nous voulons savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Alors n'hésitez pas à partager votre opinion, votre point de vue en commentaire. Je vous dis à très bientôt et en attendant, faites attention à vous.